Un grand merci à l'association de m'inviter pour ce temps de réflexion, hein, en tout cas par rapport à cette question-là. Merci Madame Frisch de m'avoir contactée et j'ai répondu spontanément avec grand plaisir. Pour ces moments-là parce que, en ce qui me concerne, bien sûr, je suis entre autres, chercheur, hein, et je travaille depuis, très longtemps, je dirais sur les violences, intrafamiliales, c'est-à-dire que d'abord sur les questions, incestueuses et depuis un peu plus de 10 ans sur les questions de violences, conjugales. Mais voilà, pour moi, le sens de la recherche, c'est aussi évidemment de venir déplier les mécanismes qui sont en jeu, hem, pour qu'ensuite il y ait ces temps-là, avec les professionnels où vous êtes, vraiment au contact, des problématiques, hein. Donc je fais, des interventions ou des formations, dans l'objectif, vraiment du partage de nos différentes places, à ce niveau sur ces questions et j'apprends moi aussi beaucoup, donc je vais OK transmettre quelques repères, hein, que j'ai pu identifier de la problématique, mais donc je crois qu'on m'avait donné 1 heure à peu près de parole et puis après, on a un temps d'échange où là, par rapport à, ce que je vais vous dire et vos pratiques, les choses vont s'articuler. Donc je vais principalement me centrer sur une des recherches qui a été menée en 2015, donc une recherche qui était financée par le ministère de la Justice à l'époque. Donc c'était une recherche, qui visait à faire remonter tout ce qui était mis en place, tout le dispositif en place dans le Bas-Rhin, concernant, les violences conjugales. Et donc ça a associé 3 laboratoires, à la fois du côté de la sociologie, du côté, juridique et du côté, psychologique, hein. Donc c'est une grosse recherche où nous avons alors je vais rester du côté psychologique, hein, donc on a rencontré, 32 professionnels. Alors des fois c'était en petits groupes et des fois en entretien individuel. C'est ce que j'appelle les professionnels, c'était à la fois des personnes qui étaient du milieu, juridique, que ce soit la vice-procureure, le juge d'affaires, familiales, avocat. Des intervenants aussi du côté de la police et de la gendarmerie qui, eux aussi, sont confrontés à ces questions à la fois lorsqu'il y a des plaintes ou quand ils vont, quand on les appelle pour intervenir dans le foyer. Des intervenants au niveau social, donc à partir de là, des différentes associations existantes sur la région et où étaient donc présents principalement des responsables, des assistantes sociales, éducateurs, psychologues et 2, médiatrices familiales, je le dis parce que le nombre était faible, mais c'était quand même, précieux aussi comme place. Et puis du côté du secteur de la santé, médecins, infirmiers qui sont aussi, qui réceptionnent aussi, des situations, même si c'est pas la personne ne vient pas forcément pour ça à l'hôpital, mais en tout cas, peuvent identifier des violences. Voilà et nous avons, donc pu aussi rencontrer, mener des entretiens de recherche auprès de 23 femmes qui ont été victimes. Donc là, on pouvait les rencontrer via les associations, les foyers d'accueil et puis, 10 hommes, hein. La proportion est est plus faible parce que c'était compliqué, pour eux d'accepter. Donc ça passait par le SPIP qui permettait, qui nous guidait sur les personnes qui pouvaient, accepter, un entretien, de recherche. Donc ces entretiens, c'est ce que les personnes peuvent je donne juste rapidement le cadrage, hein, ce que les personnes peuvent nous dire à un moment donné. Du côté des professionnels, ce qui nous intéressait, plus spécifiquement, c'était à la fois bien sûr leur vécu professionnel, leur représentation, leur définition de la violence, les difficultés, les impasses et comment ils se situaient, ils accueillaient ou ils accompagnaient,
les différentes personnes. Et du côté des auteurs et des victimes, par contre, ce qui nous intéressait, enfin je dis nous parce que je n'ai pas été toute seule à faire tous ces entretiens dans l'équipe, hein, c'est une petite équipe. Ce qui nous intéressait, donc, c'était effectivement d'écouter ces personnes du côté de leur histoire, hein. Donc ça, je le précise, c'est-à-dire que notre positionnement, bien sûr, les personnes savaient qu'elles venaient parce que c'était la question des violences conjugales qui était en jeu, mais ce n'était pas le point central, en tout cas, de la rencontre. C'était important pour nous, c'est-à-dire de ne pas les fermer ou les enfermer, ou qu'elles puissent déployer quelque chose uniquement du côté du côté des violences. Hein, ce qui nous intéressait, c'était d'entendre leur histoire, d'entendre le lien, hein, qu'elles peuvent avoir, ou que ces personnes, depuis leur enfance, comment les choses se sont constituées, qu'est-ce qu'elles peuvent dire de leur histoire, comment elles parlent d'elles-mêmes. C'est ça qui nous importait. Donc notre question, finalement, bon, des fois on cogite beaucoup pour une petite question, mais notre question de départ pour l'entretien, c'était pouvez-vous nous parler de votre histoire? Hein, donc on ouvrait juste comme ça, c'est-à-dire la manière la plus neutre possible, et qui obligeait, hein, aussi la personne à se situer, à parler d'elle-même. C'est-à-dire que ce qui est important, alors je suis d'orientation psychanalytique, hein, vous le verrez, enfin vous l'entendrez. Ce qui est important pour nous, c'est la question du sujet, hein, c'est-à-dire comment elle se situe. Donc cette question permet à la personne de débuter là où elle veut, hein, c'est-à-dire que certaines vont débuter sur les violences, et puis d'autres vont dire je suis née en Alsace, etc. Enfin bon. Et à partir de là, effectivement, notre objectif a été évidemment de déplier en différents lieux, hein, du côté de l'enfance jusqu'au conjugal, pour entendre comment les choses se situaient. Hein, c'est-à-dire que, et ça je pense que vous l'avez bien saisi dans vos pratiques, c'est-à-dire que pour comprendre ce qui se joue dans l'actuel, il importe en tout cas d'essayer d'entendre qu'est-ce qui s'est joué, mal joué, à un moment donné dans leur trajectoire. Donc voilà un petit peu le cadrage global. Alors je vais vous faire vraiment juste un très rapide petit point théorique au niveau psychanalytique, mais vraiment très rapide. Et je commencerai par pour nous réveiller comme ça, sur cette citation de Freud dans son ouvrage sur l'actuel, sur la guerre et la mort. Donc Freud nous dit « Nous sommes donc nous-mêmes, si l'on en juge selon nos soins inconscients, comme les hommes originaires, une bande de meurtriers. » Bon, voilà, ça pose un petit peu le contexte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la violence est inhérente à l'être humain, d'accord, et qu'elle est présente, je trouve que c'est important, en chacun de nous. Et voilà, donc il est important, alors au niveau psychanalytique, pourquoi je reviens là-dessus, parce qu'il y a une violence qui est absolument présente, une violence qui est aussi constitutive dans le développement de l'enfant, nécessaire, hein, c'est-à-dire pour qu'il arrive à accéder à l'altérité, hein, il a à lutter aussi, par exemple contre un envahissement potentiellement maternel qui viendrait l'enfermer et l'empêcher d'advenir. Donc voilà, donc elle est incontournable, cette violence-là. Ensuite, vous avez la violence, pour résumer, de l'enfant par rapport au père, hein, c'est-à-dire, Freud le disait, c'est un rival gênant, hein. Voilà, parce que le père empêche quoi finalement? Empêche à ce que l'enfant reste enfermé
dans quelque chose de fusionnel ou d'incestueux, d'incestuel, comme vous voulez. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que la violence, elle va être pacifiée dans le développement de l'enfant, c'est-à-dire que du fait de la fonction de l'interdit et du meurtre et de l'inceste, d'accord, que transmettent les parents. Donc bien sûr, au niveau psychanalytique, tout est mis sur la fonction paternelle, c'est lui qui va, qui est le garant, on va dire comme ça, de cette fonction-là, mais c'est important qu'elle soit présente du côté maternel pour que ce soit opérant. C'est-à-dire que là, on entend bien aussi ce que vous rencontrez, je pense, dans vos pratiques, comment, on va pas trop le déplier ici, mais la question, comment les parents, eux, se situent dans leur rapport à la violence, comment la question du transgénérationnel est importante si on veut comprendre quelque chose dans quoi est pris l'enfant. C'est-à-dire que les adultes que nous allons rencontrer, globalement, ont été des enfants pris dans quelque chose. Alors, il y a cette violence qui va être pacifiée. Voilà, donc le dépassement de cette violence, négociation, renoncement, castration, tout ce que vous voulez. En tout cas, l'enfant arrive à trouver un intérêt à abandonner certains aspects pour justement rencontrer l'autre. Et puis, évidemment, ce qui va nous intéresser le plus, c'est le devenir pathologique, c'est-à-dire quand cette violence ira du côté de la destruction, dans ces mouvements de destruction de l'autre. Donc plusieurs destins à cette violence. Donc ce qui veut dire aussi que avant de s'exprimer en acte, enfin, avant, je ne sais pas si c'est tout à fait le bon terme, mais enfin, avant de s'exprimer en acte, la violence, finalement, est un positionnement dans un rapport à l'autre où se joue le refus ou l'impossibilité d'être en relation avec cet autre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que la question de l'acte, mais il y a le rapport à l'autre qui est complexe. Donc refus ou impossibilité, on dépliera un petit peu tout ça au fur et à mesure. Donc, comme je vous l'ai dit, la question de la violence ramène au registre de l'infantile et finalement aussi à cette construction du lien. Comment les choses se sont construites ou mal construites dans le lien à l'autre, puisque la question du conjugal, on est aussi dans la question du lien, on va le voir aussi tout à l'heure, dans une pathologie, mais en tout cas, on est dans la question du lien. Donc il s'agit d'entendre que la violence mise en acte va constituer à un moment donné le mode de relation dominant alors je mettrai des guillemets quand même dans la relation à l'autre, parce que on n'est pas vraiment dans la relation, mais en tout cas c'est le mode dominant qui signe dans le même temps l'échec d'être en relation avec un autre. Ce que l'on a pu repérer, et déjà donc au niveau psychanalytique, Mélanie Klein parlait de haine, c'est-à-dire que l'objet premier, ce qu'au niveau psychanalytique on appelle l'objet premier, c'est-à-dire qui va être dans l'univers, alors qui est majoritairement l'univers maternel, mais ça ne se réduit pas à la mère, l'univers maternel. C'est dans quoi baigne l'enfant dès sa venue au monde, et même avant sa venue au monde. C'est-à-dire que l'objet premier, finalement, qui, quand ça se passe bien, va être constituant, va être sécurisant. Ça veut dire qu'il va être suffisamment présent pour que l'enfant puisse l'intérioriser et non seulement sentir sécurisé, mais il puisse l'attaquer
sans prendre le risque de le détruire ou sans prendre le risque de mourir. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a une solidité de l'objet. Voilà, les enfants vont venir attaquer la mère ou le père. Mais si ça tient, si ça a été suffisamment constitué, ils peuvent s'autoriser à cela. Hein, ils peuvent s'autoriser à ces mouvements de violence que vous retrouvez aussi après chez les adolescents envers leurs parents. Ils n'hésitent pas à y aller par rapport et en consultation, voilà, on voit des parents qui sont en difficulté lorsqu'ils prennent au pied de la lettre ce que disent leurs enfants, ce qui n'est pas simple, hein, non plus, mais quand ils sont eux-mêmes violentés par leur enfant en parole. Bon. C'est-à-dire que voilà, quand cet objet est suffisamment constituant, eh bien, sécurisant, on peut s'en séparer. Hein, c'est-à-dire pour arriver à quitter ses parents, on va dire comme ça, psychiquement, eh bien, il est important d'être sûr qu'ils sont là, au moins intérieurement. Bon. Par contre, quand cet objet est précaire, ce qu'on verra tout à l'heure, eh bien, ça rend la question de la séparation beaucoup plus difficile. Et là, on ne parlera plus justement de relations, hein, mais de ce qu'avait introduit Jean Bergeret, c'est-à-dire cette notion de violence fondamentale, c'est-à-dire que ce qui va se passer, c'est la dualité. Hein. Donc, la relation implique qu'il y ait de la différenciation, qu'il y ait du tiers, qu'il y ait de la loi qui fonctionne, etc. La dualité dont parlait Bergeret, ça se résume à c'est lui ou c'est moi. Hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de place pour les deux. Hein. Donc, à partir de là, ça ne peut être que violent dans la relation à l'autre. Hein. Donc, autre aspect par rapport à rester un petit peu au niveau théorique, hein, le passage à l'acte violent, on est du côté justement de cette non-intégration, non-pacification des pulsions de destruction. Hein, c'est-à-dire que la fonction de l'interdit que transmettent les parents, l'interdit de l'inceste et du meurtre en disant on ne frappe pas son petit frère, on ne frappe pas, etc., enfin, ses camarades, tout ça, enfin bon, tous ces, enfin je vais vite, hein, mais enfin en tout cas, hein, donc vise à canaliser les pulsions. Hein, mais donc l'acte vient nous signifier que ces pulsions ne sont pas contenues, canalisées par rapport à un interdit qui serait suffisamment structurant. Alors peut-être on le verra tout à l'heure, mais en tout cas, et ça j'ai beaucoup remarqué dans les questions d'inceste, on comprend pourquoi l'accès au juridique, ou en tout cas les condamnations juridiques, ça n'a pas d'effet dans la mesure où ne se réfère pas à cette loi psychique qui fait écho, enfin, ou qui est articulée, en tout cas aussi à la loi juridique. Hein. Quand Freud nous parlait des primitifs, eh bien, ce qui a fondé l'entrée dans l'humanité, ce sont, qu'on prenne Freud ou Lévi-Strauss, hein, du côté anthropologique, eh bien, ce sont ces deux interdits-là qui correspondent tant au niveau de la société, pour qu'on puisse vivre ensemble, et au niveau psychique. Bon, donc on commence à entrevoir déjà à partir de là, vous le voyez bien, le nouage qu'il peut y avoir avec la question et la problématique de la séparation. Alors, sur la question des violences, bon, je pense que je ne vous donne pas de définition, je pense que vous en avez suffisamment, mais juste un point important par rapport à ça,
Lorsqu'on définit la violence, soit dans le dictionnaire, à l'OMS, au niveau, dans le code, et cetera, lorsqu'il s'agit d'actes, ma foi, les choses sont un petit peu moins compliquées à définir spontanément, hein. Quand on posait la question, «Comment vous définissez la violence?» Spontanément, c'est la question de l'acte, qui émergeait. Mais quand on parle, vous le savez aussi, de violence morale ou psychologique, là, ça devient nettement plus complexe, à tous les niveaux, c'est-à-dire, pour tous les professionnels, de venir, de venir identifier, reconnaître, prouver, et cetera, cet aspect-là. C'est-à-dire dès qu'on entre dans la question du sujet, eh bien, ça devient compliqué. Bon, en tout cas, nous, on a choisi dans nos professions cet aspect-là. Donc, OK. C'est-à-dire que ce qui nous importe, c'est d'essayer, et vous comme moi, c'est de trouver un sens, à ce qui se joue dans l'acte, hem et c'est important pour nous parce que, évidemment, quand on va travailler, que ce soit avec les auteurs ou avec les victimes, et bien, c'est cette question du sens, qu'il importe de mettre, au travail, hein. Heu, c'est-à-dire que, voilà, mmh, dire, aux auteurs, voilà, en 10 leçons, voilà, ça c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas comme ci, comme ça qu'on fait et tout ça, vous le savez, ça n'a aucun sens pour eux, d'accord? Ça ne leur parle pas et comme moi je le vois par rapport aux consultations enfants, CMPP, pareil, les enfants qui viennent en consultation, après que les parents, les instits et cetera, leur aient dit: «Arrête de taper, arrête de faire ci, arrête de ça». Bon, ça a échoué pendant tout cela. C'est bon, pourquoi c'est interdit de frapper? Ça, il faut bien que ça prenne un sens et pourquoi, c'est mieux de fonctionner autrement, il faut que ça prenne sens aussi, hein. Donc là, on est aussi dans ces questions-là. Alors, donc mon approche du côté de la violence, c'est vraiment pour trouver du sens, c'est vraiment de travailler, la question du lien, hein. C'est-à-dire bien sûr, travailler ce qui se joue pour les auteurs, pour les victimes, mais aussi le lien, qui s'est constitué, entre l'un et l'autre, parce que c'est ma conviction. C'est-à-dire que si on ne travaille pas sur ce lien, heu, ça bloque à un moment donné, en tout cas. Non, ça veut dire aussi quand en tant que professionnel, je me souviens, ceux qu'on a pu rencontrer, ceux qui travaillaient qu'avec des victimes ou qu'avec des auteurs, ils le disaient: «On n'entend qu'une version», ce qui est vrai. Donc ce qui est important dans le professionnel, OK, on n'entend qu'une version, mais quand même qu'on ait en tête, que l'autre est là et c'est peut-être aussi à nous de le faire venir, hein, de le convoquer, voilà, pour que la personne que l'on a avec nous, puisse en entendre quelque chose et c'est important aussi pour nous d'entendre, au-delà de la rencontre avec les personnes, hein, voilà, qui sont ces auteurs finalement ou qui sont ces victimes, qu'on en ait quand même une petite idée. Hem, alors donc ce qui m'a intéressée, et ce que j'ai repéré dans l'enquête et que j'ai mis ensuite, enfin qu'on avait fait en 2015 là et ensuite que j'ai continué à mettre au travail, voilà, c'est qu'il est important de venir interroger finalement aussi, qu'est-ce qui a été en jeu dans la constitution du couple, hein. Je trouve que c'est toujours un élément, important à aller investiguer, hein. C'est-à-dire qu'est-ce qui voilà, racontez-moi là votre histoire, par rapport, à cette rencontre. Donc cet élément est important pour comprendre,
comment va s'instaurer la violence conjugale. Et l'autre élément que l'on rencontre aussi qui est important, j'ai en tête des situations où ça durait plus de 30 ans, c'est-à-dire que ça va s'inscrire dans la durée. Les personnes généralement qu'on rencontre. Ça ne s'inscrit pas dans la durée pour certaines femmes. C'est-à-dire que lorsqu'une femme va être violentée, certaines vont partir tout de suite. D'accord ? Donc c'est un indice intéressant de leur rapport à la question de la violence, de leur rapport à l'autre et par rapport à elles-mêmes, comment elles ont une capacité à se protéger et aussi à se séparer facilement, enfin c'est jamais facile, mais enfin je veux dire se séparer plutôt que d'entrer dans un système qui peut donc durer des années. Alors pour ces couples-là qui sont dans la violence, bon, le constat, mais il faut quand même le redire, c'est que la violence fait partie du lien conjugal dans ces couples, qui peut s'installer progressivement ou rapidement, mais en tout cas, elle est indissociable de la notion d'être ensemble. Okay. Alors, un des médecins, je vous donnerai donc au fil du temps quelques références, donc un des médecins qu'on a rencontré, lui résumait les choses comme ça. Il disait que chacun, donc dans le couple, entretient l'interaction de la violence. Chacun y trouve une sorte d'équilibre et n'envisage pas un autre mode de pensée ou un autre mode de relation. Et cela alimente la relation et la violence. Donc, effectivement, ce qui est dit là, c'est qu'il y a un équilibre et nous, vous, on est interpellé, on intervient avec notre mission qui est finalement de rompre cet équilibre-là. D'accord ? Bon. Parce que on est dans une place de venir protéger, mettre la limite là où elle n'existe pas. Donc on est à cette place de tiers qui vient qui stopper, ou qui tente en tout cas de stopper quelque chose. Sauf, comme vient de le dire cette citation, il y a là un équilibre qui le plus s'est instauré et qui a duré des années, et ça, psychiquement, on ne va pas faire bouger ça aussi rapidement que ça. D'où ce que vous disiez, quand on a les consignes ministérielles ou autres, il faut faire comme ci, comme ça, etc. Voyons. Bon. Ce qui est important à entendre, c'est qu'effectivement, ce contexte de violence conjugale s'inscrit quand même dans un lien, on l'a dit, dans un lien entre ces deux protagonistes, victime-auteur, dans un lien affectif, dans un lien amoureux. C'est-à-dire qu'il nous faut admettre que, c'est pas simple, mais le premier temps pour le professionnel, c'est d'admettre que violence et amour peuvent aller ensemble. Bon, de manière folle, violente, paradoxale, mais bon, ça peut aller ensemble. Et donc, voilà, notre intervention nous confronte à cette difficulté de la séparation. Et pour ces femmes, donc, elles le disent, donc l'amour, donc on verra ce qu'elles mettent derrière ce terme, semble être effectivement la raison majeure pour rester dans la relation. Alors, il y avait une personne, une directrice d'un foyer d'accueil qui je trouvais très intéressant ses propos. Je trouve que ça résume la situation. Elle disait, bon, il faut trouver des solutions. Elle disait, parce que je pense que si on leur proposait à ces femmes de garder le bonhomme sans les violences, elles le garderaient sans problème. Et je pense que c'est ça toute la difficulté.
Et c'est vraiment là, tout à fait poser le point. C'est-à-dire que cet homme, sans violence, et l'appel est là. Hein, c'est ça qui est important pour nous à entendre. C'est-à-dire quand elles font appel à un tiers, quel qu'il soit, c'est pour que la violence cesse, oui, mais pas pour être séparé de cet homme. Donc, pourquoi? Parce que ce qu'on entend dans le propos de ces femmes, il s'agit de maintenir un lien qui va être sécurisant aussi, et on verra un peu plus complexe que ça tout à l'heure. Hein, donc, ce qui est complexe, c'est que, effectivement, ce que disait un gendarme par exemple, c'est-à-dire qu'elles sont persuadées, la majorité sont persuadées qu'avec le temps, vous le savez, ça va s'arranger. Hein. Donc, bon. En tout cas, ce qu'on constate déjà là, c'est une fragilité du côté de ces femmes, une fragilité narcissique qu'on va repérer, qui a été démontrée plus d'une fois, hein, c'est-à-dire lorsque cet homme va revenir avec quelques excuses, quelques paroles d'amour, un acte sexuel par exemple, bon, eh bien, ok. Donc là, je cite un éducateur, eh bien, elle craque. Hein. Quand il leur envoie des messages, oh, tu es magnifique, je m'excuse, parce qu'évidemment, elle l'aime aussi. Hein. Bon. Donc souvent, donc là, je donne aussi les paroles d'une assistante sociale. Donc souvent, elles me disent, dit-elle, mais je l'aime. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire, me dit l'assistante sociale. Peut-être sûrement quand même qu'il y a des sentiments, mais je pense qu'il y a de l'ambiguïté dans les sentiments, quelque chose de sécurisant. C'est-à-dire, c'est peut-être dur ce que je vais dire, dit-elle, mais même si c'est violent, c'est quelque chose qui est connu. Bon, pas dur, donc effectivement, ça ne va pas dans le plateau télé. Hein. Donc c'est quelque chose de connu. C'est quelque chose de sécurisant, c'est quelqu'un qui fait partie de leur univers. Donc on voit que la difficulté pour ces femmes, et ça j'ai toujours trouvé assez, comme ça, assez surprenant, sidérant, et même dans les questions d'inceste, hein, dans les familles incestueuses, c'est combien ces femmes sont dans une difficulté ou une incapacité à se projeter dans un fonctionnement autre, hein, à se projeter que ça puisse être autrement, hein, tant elles sont enfermées dans quelque chose. Hein. D'où hein, le fait des accompagnements qu'il peut y avoir avec ces femmes, qui est très long, pour qu'elles arrivent à réinvestir, on verra, je dirais, quelque chose de leur place à elles, de leur désir, d'un projet qui serait le leur pour s'inscrire autrement dans leur propre vie. Alors oui, le constat, hein, ça, je me souviens très bien de réunions, on a eu quelques réunions où il y avait différents professionnels comme ça, hein, autour des téléphones d'urgence là, et ce qui était important pour eux, c'était voilà, ce constat d'aller-retour, comme je disais, d'un pas en avant, deux en arrière, etc. Et ce constat voilà, il peut y avoir des plaintes, il peut y avoir des mesures d'éloignement, etc. Enfin, tout un truc qui se met en place. Et puis la femme revient, et après, entre eux, ils se disent, mais qu'est-ce que vous n'avez pas fait? Non, non, ouais. Et puis, ils se disaient, en tant que professionnel, vous n'avez pas fait votre boulot, puisqu'il y avait des mesures d'éloignement, etc. Bah, c'est pas qu'ils n'ont pas fait leur boulot, c'est que le boulot a pu être fait par endroits. Alors, des fois, ils ne font pas leur boulot, ça c'est autre chose, mais le boulot a pu être fait, tout a été mis en place, mais ils n'étaient pas au courant que monsieur était revenu dans le domicile conjugal, etc. Bon, donc cette ambivalence, hein, cette cohabitation amour-violence, fait
fait évidemment que voilà, il peut y avoir tout un tas de rétractations, de dépositions, etc. Hein, même si maintenant les professionnels peuvent être habilités à soutenir quand même une déposition au-delà hein, de la difficulté des victimes. Et puis, ce qu'il faut entendre dans ces mouvements-là aussi, de rétractation, etc., ou de retour, bon, une fois de plus, c'est que la temporalité psychique du changement, c'est long, ça prend des années. Hein. Quoi qu'il en soit, pour chacun d'entre nous, si on doit changer quelque chose de notre mode de fonctionnement qui déconne à tel ou tel endroit, eh ben, pour arriver à cela, ben, il faut du temps. Hein. Or, nous sommes dans une société, vous le savez très bien, où voilà, en 10 leçons, ça doit être fait et tout va bien. Donc, ben, ouais. L'humain ne fonctionne pas comme ça. L'humain résiste tant bien que mal. Mais enfin, ça nous met à mal, on en rediscutera, je pense, en tant que professionnel. Bon. Alors, je ne sais pas s'il faut gérer le temps. Il faudra me dire hein, au niveau du temps un petit peu. Ok, bon, ça va. Donc, la question de la séparation, en travaillant dans cette recherche, est apparue vraiment comme un point central, c'est-à-dire vraiment un acte impossible à opérer, mais cela pour chacun des deux protagonistes. Hein. C'est un problème. C'est une constante qui est insupportable, bon, encore dans l'actualité d'aujourd'hui, hein, la question de la séparation, quand la conjointe est au moment de la séparation, ce sont des moments très critiques. Hein, c'est-à-dire que la majorité des homicides ou des féminicides eh bien, se produisent pendant la phase de séparation. D'accord bon. Et du côté, donc on voit à quel point aussi pour ces hommes c'est compliqué. Et du côté des femmes, pour éviter la séparation, elles peuvent effectivement accepter les violences pendant des années. Hein, donc il y a là, ce qui m'a interrogée, il y a là, à mon avis, à creuser au niveau psychologique, évidemment. Qu'est-ce qu'il y a d'aussi angoissant à se séparer. Hein. Donc on retombe sur des angoisses archaïques, des angoisses, on dépliera un petit peu, des angoisses de vide, des angoisses d'anéantissement, des angoisses de perte d'objets. Voilà. Donc la violence hein, vient aussi dire quelque chose d'une problématique de la séparation, dont on a un petit peu parlé tout à l'heure, mais c'est aussi, hein, paradoxalement peut-être, mais en tout cas, un mécanisme de défense par rapport à cette angoisse de perte, d'anéantissement, de n'être plus rien, où on est vraiment du côté, et c'est là où c'est problématique, vraiment on est du côté de l'existence et on est du côté de la survie. Hein, c'est-à-dire que comment pourrais-je exister autrement? C'est pour ça que je disais c'est compliqué. Donc on est alors que se séparer, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pouvoir accéder à la différenciation et à la vie, mais dans des problématiques comme celle-ci, la séparation, eh bien, c'est le risque de ne plus être. Donc on entre de plus en plus dans la complexité. Alors au niveau du couple, donc au niveau du couple, ensuite on verra pour chacun des membres du couple. Je vous donne deux citations d'un homme et d'une femme, alors,
n'étaient pas en couple, hein, tous les deux, cet homme dit: «J'ai idéalisé la femme et le couple», à un moment donné dans l'entretien. Et puis une des femmes dira à un moment de l'entretien: «Il représentait vraiment l'homme idéal auquel je rêvais». Voilà. Donc la vulnérabilité face à la question de la séparation, voilà, c'est qu'il y a un point de rencontre. C'est pour ça que je vous donne ces 2 citations-là, c'est-à-dire qu'il y a un point de rencontre au niveau inconscient, sur cette question, du couple et de l'idéal. C'est-à-dire que, ce que moi j'ai pu identifier, en tout cas que je traduis comme ça, c'est qu'il y a dans ces couples-là un fantasme, constitutif, organisateur, qui va s'installer, hein, comme je vous disais tout à l'heure, il y a quelque chose qui tient ce couple-là dans la folie. Le fantasme de ce couple, c'est d'être tout pour l'autre, hein, et dans le même temps que l'autre soit tout pour soi ou tout à soi. Hein, c'est ça qui va fonder. Alors c'est pour ça que je mets du côté du fantasme, parce que, mais pour eux, c'est dans la conviction. Hein, c'est ça qui est important à entendre, hein, d'être tout pour l'autre et dans le même temps que l'autre soit tout pour soi. Et donc là, à partir de ce moment-là, on est dans la non-différenciation, aux multiples conséquences qu'on verra. Hein, et l'idéalisation, surtout chez les femmes, eh bien, c'est une entrave à la question de la séparation. Dans le même temps, c'est un moyen de la contourner. Hein. Et l'idéalisation, ça fait écho aussi, ça vise à contenir une faille narcissique qui est présente chez les 2 protagonistes. Hein. Bon, c'est un aménagement complexe, mais donc aux effets destructeurs. Alors il y a un ouvrage, je pense que vous le connaissez, de Jean-Georges Lemaire, hein, Le couple, sa vie, sa mort. Voilà. Alors, ouais, et donc je m'étais replongée, dedans à un moment donné et donc lui, repère, hein, dans sa clinique, c'est ce qui se joue au niveau du couple et puis dans la normalité, dans la pathologie. Ce qui est important par rapport à ce qui nous intéresse, c'est de venir entendre que, lorsque le couple se constitue dans la normalité, eh bien l'autre, du couple, ne doit pas être en place d'objet qui doit répondre aux mouvements pulsionnels ou aux angoisses archaïques. Hein. C'est-à-dire si l'autre, a pour fonction de répondre à toutes nos angoisses archaïques ou à tous nos mouvements, pulsionnels, eh bien, forcément, ça ne peut être qu'au détriment de la reconnaissance de l'autre, dans sa différence. Donc donc je vais aller vite sur Lemaire puisque vous le connaissez donc par cœur. En tout cas, ce qu'il pose de manière intéressante, c'est que mais j'y reviens parce que c'est un point crucial là quand même, hein, dans le processus amoureux, bon, le premier temps, c'est l'idéalisation, du partenaire ou de la partenaire. OK. Ça fait partie du processus dans la rencontre amoureuse, dans le lien etc. Bon, je vais assez vite, mais ensuite, il y a le processus de désidéalisation. D'accord? Hein, c'est l'équivalent d'un deuil, dit-il, de cet objet idéalisé parce qu'il s'agissait de nos propres projections, hein, d'un idéal. Et c'est grâce à cette désidéalisation, eh bien, qu'il y a véritablement la rencontre avec l'autre. C'est-à-dire que ce n'est pas l'image que je veux tenir de l'autre. Ben non, il a une autre réalité, bon, que j'accepte ou pas, donc on compose ou pas, et c'est là qu'effectivement la vie conjugale devient
plus mouvementé, voilà. Mais il y a rencontre. Alors, bien sûr, vous voyez où je veux en venir, c'est-à-dire qu'au niveau dans les violences conjugales, c'est que là, le processus de désidéalisation, tant du côté de la femme que de l'homme, eh bien, ça n'a pas fonctionné. Hein, parce que ce que dit le maire, donc je reprends à ce niveau-là, pourquoi ça n'a pas fonctionné, c'est parce que la désidéalisation, ça veut dire, ça entraîne la question du deuil, ça entraîne la question de la perte, et ça entraîne, une fois de plus, la question des angoisses de séparation et d'abandon. Ça vient confronter à cela. Hein, et donc le maire dit très clairement l'abandon et les angoisses d'abandon, il s'agit là des causes les plus fréquentes concernant les violences conjugales. Donc on retrouve donc ce texte de 79, hein, donc qui date un petit peu, mais en tout cas il montre très bien quel est le schéma dans les violences conjugales, c'est-à-dire qu'il y a d'un côté chez la femme, on va rester que sur ce schéma-là, hein, victime, donc un amour total, exclusif, d'accord, et chez l'homme un amour captif. Hein. Captif dans le sens, il s'agit de s'approprier l'autre, hein, de tenir un objet. euh, et du côté de la femme, il s'agit de venir s'appuyer complètement sur un objet. Alors du côté, pour aller du côté des femmes victimes, alors les difficultés à la séparation, on les connaît, vous les connaissez, les raisons sont évoquées, sont multiples. Hein. On a dit côté sentiments amoureux, conditions économiques, les enfants, l'isolement social et familial, pression culturelle, voire religieuse, bon, tout un tas de registres. D'un point de vue psychique, ce qu'on peut repérer effectivement, c'est que de par leur histoire, il y a une fragilité narcissique, c'est-à-dire qui est liée à l'assurance, on va dire comme ça, qu'elles pourraient avoir d'elles-mêmes, ou l'image qu'elles peuvent avoir d'elles-mêmes. Et puis, c'est pas le propos d'aujourd'hui, mais on peut le déplier quand même, hein, c'est-à-dire aussi dans un contexte d'enfance où elles n'ont pas été valorisées d'une manière ou d'une autre, qu'il y ait eu de la violence ou non, en tout cas, l'assise narcissique est fragile. Et donc pour conserver, rester dans ce lien paradoxal avec cet homme, et comme j'ai dit tout à l'heure, bon, si elles veulent garder l'homme, mais pas la violence, voilà. Elles vont mettre en place le clivage, hein, que vous rencontrez souvent en bon et mauvais époux, hein, c'est-à-dire qu'on va pouvoir dire à un moment donné, mais non, il est comme ci, il est comme ça, il est très bien, et puis à d'autres moments, je vois pourquoi il pète un câble, etc. Enfin bon. Donc c'est ce clivage qui fait tenir aussi le couple pendant des années. Et ça permet aussi de tenir l'idéal. Hein. Alors je vous dis cette phrase de cette femme, pour illustrer ce que je viens de dire. Elle dit « Il était vraiment l'homme idéal qu'une femme pouvait », je finis pas la phrase, « il était tout attendri, plein d'affection ». Bon. Et donc, l'homme avec et une autre disait c'était l'homme de ma vie. Hein, donc il s'agit pour elle, ça c'est très intéressant, même si je n'ai pas encore bien creusé l'histoire, mais j'avais entendu surtout chez les femmes turques, qu'on avait fait aussi en traduction, mais c'est-à-dire le prince charmant.
Hein? Euh, enfin, la femme turque, parce que ce qui est intéressant, c'est d'entendre comment les mères les conditionnaient vraiment par rapport à l'homme, c'est le prince charmant, etc. Enfin bref. Euh, donc une dira, donc c'est l'homme de mes rêves. Hein. C'est quelqu'un de sécurisant, qui me protège de tout. Elle me dit, j'ai jamais vécu ça. Donc je cherche ça. Du coup, quand il y a un homme qui se rapproche comme ça de moi, du coup, je sens que ça va, que c'est l'homme de ma vie. Alors, intéressant d'entendre cette petite phrase, l'homme de ma vie, hein, parce que, bien sûr, on est du côté de l'idéal, mais c'est celui qui va être aussi en place. Leur vie dépend de cet homme. Et c'est là où on est dans quelque chose d'enfermant et de pathologique, hein, c'est-à-dire que cette conviction qu'elles peuvent avoir que leur vie dépend véritablement de cet homme. D'où leur difficulté à pouvoir entendre qu'elle pourrait fonctionner ou que ça pourrait fonctionner autrement. Alors pourquoi je passe aussi par là? Parce que, et ça je trouve ça un point important, c'est-à-dire que dans le premier temps de la rencontre amoureuse, la séduction a opéré. Dans tout premier temps de rencontre amoureuse, on est du côté de la séduction. Alors on pourra revenir sur la définition, mais en tout cas la séduction a opéré. C'est-à-dire, chez ces femmes, elles ont repéré qu'elles ont été l'objet du désir de cet homme, à ce moment-là. Dès lors, il devient l'homme de leur vie. C'est-à-dire celui qui a permis l'éprouvé d'être objet du désir d'un autre. Hein. Plus encore, donc ça devient une conviction qu'elles peuvent être l'objet qui comble le désir de cet homme. C'est-à-dire que cet homme possède à ce moment-là le regard aimant et bienveillant qui leur a manqué à ces femmes, principalement dans le lien maternel, et ce regard qui donne légitimité à leur existence. Ça veut dire quoi? C'est qu'il, dans cette séduction, il leur a donné une existence. D'accord? Et donc, elles vont être enfermées là-dedans et elles vont chercher à retrouver constamment ce temps-là de la rencontre. Hein, quand on parle du cycle de la répétition, je ne sais pas comment on appelle ça, hein, en tout cas, oui, quand il revient avec un bouquet de fleurs, elle pense retrouver ce temps-là, hein, où il leur donne existence. Ce regard donc tant attendu qui leur a été adressé et qui leur a manqué. Ce qui peut expliquer, hein, à partir de là, pourquoi elles sont dépendantes, pourquoi elles sont dans la soumission envers cet homme. Et puis, autre place par rapport à la question narcissique, elles sont dans la conviction, vous le savez, qu'il y a un au-delà de la violence, c'est-à-dire qu'elles ont pour mission de sauver aussi cet homme de leur faille, de leurs blessures narcissiques, qu'elles peuvent être celles qui va réparer. Et aussi, voilà, elles se mettent dans cette mission-là aussi, peut-être, j'en sais rien, parce qu'elles se sentent en dette. Il m'a donné vie à un moment donné, donc à moi aussi je lui dois quelque chose. Bon. Donc on comprend un petit peu comment les choses s'enferment. Du côté des hommes, donc là, eux supportent mal pour 10 minutes, c'est ça? Non. Ok. Du côté, du côté des hommes violents, bah, si on se penche sur la question, eux aussi, ils supportent mal la séparation. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils supportent mal? Ils supportent mal tout ce qui fait tiers dans la relation à leur femme. Hein? Comme je vous l'ai dit, hein, on doit être dans le tout. Donc tout ce qui fait tiers, donc ça à plusieurs niveaux, hein, que cette femme puisse... on sait que pendant les grossesses, ce sont des moments aussi où il peut y avoir des violences, c'est-à-dire que la femme va investir un enfant, qu'elle investisse son travail, qu'elle investisse ses amis, sa famille, etc. Je me souviens d'une femme comme ça, où son univers s'est restreint complètement au fur et à mesure, au fil des années. Donc il ne supporte pas tout ce qui fait tiers. Donc tout ce qui peut référer sa femme à de l'autre, ou à un désir
de cette femme qui pourrait être orientée vers de l'autre. Hein. D'où, hein, c'est pour ça qu'il y a un équilibre qui se met en place. Donc tout ce qui va être autonomie de la vie au niveau psychique et au niveau de la vie quotidienne devient de plus en plus compliqué. L'insupportable la séparation émerge aussi, vous le savez, bon, on disait tout à l'heure quand il y a un risque de séparation, mais par rapport à tout ce qui fait tiers, séparateur, c'est-à-dire lorsque la police, la justice, tous ces éléments-là qui interviennent, eh bien, ce sont des tiers, mais qui sont extérieurs et qui ont pour motif hein, d'arrêter cela, mais eux, ça les met dans une situation de fragilité par rapport à ce contexte. D'où le fait, par exemple, actuel, là, où on peut fabuler tout un tas de choses avant de passer aux aveux à un moment donné. Ce qui m'avait marqué, alors il y a un point qu'on n'a pas travaillé là-dessus, mais quand même il y a des choses qui m'avaient marqué dans le discours de ces hommes, c'était la question de la jalousie, mais aussi de l'adultère, hein, qui revenait quand même souvent dans leurs propos, mais pas leur propre adultère, c'est comme ça, mais l'idée qu'il puisse y avoir un autre homme dans la vie de cette femme. Bon. Donc, voilà, par exemple, cet homme disait, bon, pour moi, ils sont ensemble, hein, ils n'habitent pas encore ensemble, mais le jour du divorce, ils vont être ensemble. Hein. Elle va dire non, c'est pas vrai, mais qu'est-ce que je vais croire? Je vais croire sa parole, ou celle, parole à elle, ou mes yeux? Alors, des yeux qui n'ont rien vu, d'accord? Bon. C'est-à-dire que cette question, je trouve intéressante, de la jalousie qu'ils vont mettre en place, hein, eh bien, c'est-à-dire qu'ils construisent un autre imaginaire, hein, le plus souvent, un autre homme imaginaire, mais qui, lui, pour le coup, serait du côté du désir. Hein, ce qu'ils viennent pointer là, c'est que peut-être ma femme désire ailleurs, peut-être un homme désire ma femme. Bon, alors que eux, le problème, c'est qu'ils ne sont pas dans la question du désir du tout. Hein. À partir du moment où vous êtes dans l'appropriation de l'autre, vous n'écoutez pas son désir, vous l'étouffez. D'accord? Et là, c'est cette question du désir qui est important. Et aussi le fait que l'autre, cet homme devient menaçant, bien sûr, devient un rival. Alors, pour certains racontent des histoires quand même, où ils vont aller tabasser d'autres hommes et tout ça. Ils disaient, bon, j'ai pas pu me procurer, il y en a qui disaient comme ça, j'ai pas pu me procurer une carabine, mais bon, dommage. Hein. Bon. Bon, on entend bien un petit peu que là, chez eux, une fois de plus, c'est-à-dire que soit on a une place de tout et de tenir son objet, sa femme comme objet, soit si elle désire ailleurs, eh bien, on n'est rien. Hein. Il y a quelque chose d'une fragilité, d'un effondrement psychique qu'on peut retrouver chez ces hommes, c'est-à-dire que si je ne suis pas dans la possession de l'autre, eh bien, je ne suis rien. Hein. Et dans leur histoire, on entend très bien dans leurs propos, enfin, je pense à cet homme là, enfin, qui dit au moment où il a été arrêté, etc. Alors, il dit comme ça, hein, elle veut de l'argent, elle essaie de tout prendre, mais je me laisserai pas faire. Mais aujourd'hui, je suis en train de tout perdre, tout. Hein. Donc on voit bien cette question du tout, comment elle est importante pour eux pour comprendre comment les choses se jouent entre eux. Et puis pour leur histoire, je resterai là-dessus,
quand on creuse justement sur leur histoire, eux ne font pas les liens, hein, ça vous le savez bien. Mais en tout cas, ce qui est très intéressant quand on leur demande leur histoire, etc., bon, c'est pas très simple. Je donne deux citations. Il y en a un qui dit: «J'attendais d'une maman», et ben, il dit maman, hein, il dit pas une mère, donc on est vraiment dans le côté tout à fait dans l'infantile, hein. «J'attendais d'une maman qu'elle fasse des câlins, qu'elle me prenne dans ses bras, qu'elle me réconforte, qu'elle me rassure. J'ai jamais eu ça», hein. Un autre dira: «J'ai pas eu une mère assez intentionnée pour moi, qui n'a pas pu me donner l'amour que j'attendais d'une maman», hein. Donc l'idée, c'est pas que ça excuse ou et cetera, hein, mais en tout cas, l'idée pour moi, c'est d'entendre que ces hommes, le plus souvent, ont été confrontés à une figure maternelle euh, euh, défaillante, non sécurisante, sans affect, d'accord, euh, violente peut-être parfois, mais en tout cas, euh, où la question insécurisante était là, hein. C'est-à-dire qu'il s'agissait d'un objet, pour le reprendre en termes d'objet, c'est-à-dire qu'il s'agissait d'un objet qui n'a pas pu se constituer, d'un objet qui était présent, absent. Voilà. L'enfant, pour se constituer, il a besoin que la présence soit là, hein. Que lorsqu'il pleure parce qu'il a faim, etc., eh bien, qu'à un moment donné, il y a une réponse, etc. Et à chaque fois, quand ça se répète, voilà, et c'est ça qui va produire la sécurité. Si c'est totalement aléatoire, c'est difficile de constituer un objet. Donc tout ça pour vous dire que chez ces hommes, il peut y avoir une tentative, hein, de constituer de l'objet. D'accord, hein, mais ça ne peut, et quand ils vont reconquérir leur femme, c'est la tentative de constituer quelque chose qui peut être sécurisant, mais ça échoue forcément, hein. Ça échoue forcément, et à la fois leur seul moyen, c'est ce qu'on appelle l'emprise, hein. Leur seul moyen de penser pouvoir tenir un objet, c'est absolument d'être dans une relation d'emprise. Sinon, c'est insécurisant, hein. Donc voilà. Hein, et donc on entend, hein, vraiment chez eux, j'ai entendu quand même plusieurs fois, vraiment ces angoisses de l'archaïque comme ça, de l'effondrement, euh, par rapport au fait de la séparation. Voilà, donc je finirai juste par rapport à cela. Ce fait, hein, que c'est important d'aller dénouer ce qui se joue pour chacun des protagonistes, ce qui se joue dans le lien entre eux deux. Mon positionnement, évidemment, en tant que psychologue, est celui de comprendre. Bon, qu'est-ce qui se passe, n'est pas celui de juger, hein, ce qui se joue. Ça n'empêche pas qu'évidemment, c'est condamnable, il n'y a aucun souci, tout cela, mais la place, en tout cas du psychologue, c'est celle d'entendre le sujet pour ne pas le fermer. Voilà. Mais pour moi comme pour vous, et on va entrer je pense, dans la discussion, voilà, c'est important, ça nous met à mal, donc c'est important de savoir comment on se positionne déjà, d'avoir réfléchi à notre propre rapport à la violence, ça c'est important. On est pris par le cadre des impératifs, injonctions, tout ça qu'on nous demande, donc voilà.
Et puis par rapport à la personne qu'on rencontre, eh bien, voilà, qu'est-ce qui se joue à ce moment-là? Ça, je trouve que c'est toujours important. Il y a des jours où on est plus ou moins bien, pas bien, je ne sais pas. Enfin, heureusement, on n'est pas non plus tout à fait constant. Ou ce que nous renvoie cette personne à ce moment-là. Donc il y a plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de compte dans ce qu'on met au travail. Voilà, donc pour balayer un petit peu, enfin, poser quelques pierres par rapport à cette question, ce que je voulais vous transmettre pour aujourd'hui. Voilà.